Bonjour à tous, moi je suis docteur Hugues de Courson, je suis médecin anesthésiste réanimateur en neuroanesthésie et neuroréanimation au CHU de Bordeaux et je remercie chaleureusement le comité IDE de l'ASFAR de m'avoir proposé cette présentation sur les différents outils de monitorage et notamment les outils de monitorage hémodynamique. Alors la transition se faisait un petit peu sur le monitorage microcirculatoire, alors malheureusement c'est quelque chose que j'aborde pas, voire pas du tout dans ce topo. On va plutôt d'abord s'intéresser à l'hémodynamique macrocirculatoire, où là, finalement, la littérature est beaucoup plus fournie et le niveau de preuve plus important. Donc j'avais prévu dans un premier temps quelques rappels de physiologie, mais c'est super parce que tout a déjà été abordé en amont. Je vais juste revenir sur ce point. Donc quand on parle d'hémodynamique, est-ce qu'on s'intéresse plutôt finalement à la pression ou est-ce qu'on s'intéresse plutôt au débit? Et bien en fait c'est les deux. Les deux sont intimement intriqués, les deux sont intimement liés et on ne peut pas dans un monitorage hémodynamique regarder que l'un ou que l'autre. Il faut quelque chose de global et de complet. Donc rapidement la pression. Là je rappelle des rappels physiologiques très fondamentaux, mais pour se rafraîchir un peu les idées, ça Hugues, fait jamais de mal. Donc Hugues, je oui. te coupe juste. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il Ah te mince, plaît? Parce qu'on ne excusez-moi. voit pas, on ne voit pas apparaître. Merci. Ah oui, effectivement. Donc j'avais pas mis grand-chose, hein, on en était là. Donc je parlais de la pression artérielle, donc elle est divisée en pression artérielle systolique lors de la phase d'éjection cardiaque et la pression artérielle diastolique. Donc ça, ce sont les deux marqueurs les plus connus auxquels on peut rajouter la pression artérielle moyenne qui finalement est la plus importante car c'est la variable dynamique la plus finement régulée. Au-delà de ça, on peut introduire ici la pression pulsée qui est finalement la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique et qui est un reflet du volume d'éjection systolique. La pression artérielle moyenne, elle, c'est le produit du débit cardiaque et donc de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique par les résistances vasculaires systémiques. C'est assez intuitif. Si on pousse un certain débit, un certain volume dans une unité de temps, dans un système contraint, on va générer une pression. Donc moi j'aime bien l'image du tuyau d'arrosage. On a tous arrosé des fleurs une fois dans notre vie. On sait que on ouvre un robinet à un certain débit et le tuyau finalement est un système contraint, donc ça va générer une certaine pression qu'on peut moduler en appuyant sur le tuyau plus ou moins. Cette pression artérielle moyenne est très importante parce que comme je vous le disais juste avant, c'est cette variable hémodynamique d'un point de vue pression qui est le plus finement régulé. On voit déjà le fait que le débit et la pression sont intimement intriqués parce que un des déterminants de la pression artérielle moyenne, c'est le débit cardiaque. Je vous ai mis également la formule de Liam, qui est finalement un moyen de calculer la pression artérielle moyenne quand on ne peut pas la mesurer. Le débit, il va y avoir des grosses redites, mais pourquoi s'intéresser au débit? Tout simplement parce que c'est un déterminant majeur du transport artériel en oxygène. Et je suis content de voir qu'on a tous utilisé exactement le même schéma, à savoir que le transport artériel en oxygène, c'est la façon dont l'oxygène est transporté depuis la station de chargement, donc les poumons, jusqu'aux organes, d'où il sert de substrat énergétique dans la mitochondrie et dans la chaîne respiratoire. On avait vu le petit train, donc composé de wagons qui est l'hémoglobine, de la saturation, donc c'est la façon dont sont remplis les wagons, et la façon dont se déplace ce train au cours d'un cycle cardiaque. On ne peut pas se passer du monitorage du débit cardiaque. Tout ça a déjà été abordé, je vais le refaire rapidement pour bien fixer les idées. Le transport artériel en oxygène, il est globalement régulé, mais il n'est pas constant au cours du temps, et donc il y a des facultés d'adaptation des tissus qui permettent d'extraire plus ou moins d'oxygène en fonction du transport artériel en oxygène. Donc ceci va pouvoir diminuer jusqu'à un certain point, qu'on appelle le transport artériel en oxygène critique, au-delà duquel on va passer en métabolisme anaérobie et créer du lactate. J'introduis juste ici la relation de Frank Starling, donc quelque chose de très important. On va parler d'hémodynamique, de débit et de pression. On sait que vous avez tous expérimenté en tant qu'infirmier de réanimation, un médecin vous a demandé de mettre un remplissage pour essayer d'augmenter soit la pression, ce qui est un élément de réponse dont on pourrait discuter, mais surtout pour augmenter le débit. Et comment ça marche? Donc ça a été théorisé par Frank et Starling. Donc en gros, vous avez ici en abscisse la précharge ventriculaire. Donc la précharge ventriculaire, c'est la quantité de sang qui va rentrer dans le ventricule, et en ordonnée, le volume d'éjection. Donc lorsque l'on augmente la précharge ventriculaire, va augmenter le volume d'éjection par étirement des fils myocardiques et augmentation de l'inotropisme jusqu'à un certain point. Donc on passera d'une zone de précharge dépendance,
au cours de laquelle, lorsque l'on augmente la précharge, on va augmenter le débit, à une zone de précharge indépendance, où lorsque, malgré l'augmentation de la précharge ventriculaire, on n'augmentera plus le volume d'éjection, et ceci aura son importance, on le verra un peu plus tard dans cette présentation. Enfin, la SVO2, je ne vais pas revenir dessus, mais la SVO2 est le reflet finalement de l'extraction tissulaire en oxygène. On sait que finalement, si le débit cardiaque qui est un déterminant de la SVO2 est effondré, et bien probablement qu'il y aura une extraction augmentée de l'oxygène au niveau tissulaire, donc forcément la quantité d'oxygène en veineux va diminuer. Donc finalement, la SVO2 fait partie du monitorage hémodynamique, parce qu'il fait partie du monitorage des besoins et des apports en oxygène. Donc c'était vraiment juste pour faire des points qui ont été clairement abordés juste avant. Donc quand on parle d'hémodynamique, on parle à la fois de la pression artérielle et du débit cardiaque, que les deux sont étroitement liés. Un monitorage hémodynamique complet, donc vous le comprenez maintenant, ça sera à la fois un monitorage de la pression et du débit. Et on peut aussi inclure dans le monitorage hémodynamique le monitorage des apports des besoins, donc c'est la lactatémie et la SVO2, mais tout ça a été clairement explicité dans les présentations là. Donc pour bien comprendre, on va juste prendre quelques minutes parce que je vais dans la suite de la présentation vous présenter des résultats d'études marquantes et je pense qu'il est important de faire un petit point d'interprétation sur les résultats qu'on va vous présenter fréquemment dans ce genre de présentation. Donc moi je vais vous parler du monitorage, donc le monitorage, un nouveau monitorage, donc qui sera plus ou moins efficace, plus ou moins invasif et qui apportera quelque chose potentiellement à la prise en charge thérapeutique, sera systématiquement évalué par rapport à un gold standard. Donc un gold standard, c'est le monitorage qui fait preuve un petit peu, si vous voulez, de vérité. Il sera toujours comparé à partir de celui-là. Dans un premier temps, on vous présentera souvent des études de corrélation, donc c'est-à-dire que pour un sujet, on monitorera à la fois la valeur au même moment de la variable A, de la variable B, et ça nous donnera ainsi un nuage de points qui nous permettra de tracer une droite de corrélation, auquel on obtiendra un coefficient de corrélation, et ça veut dire que plus il est proche de 1, plus les variables sont liées, donc finalement sont proches. Donc ça, c'est un élément de réponse. Et finalement aussi, on va étudier un nouveau monitorage par rapport à un ancien monitorage, et donc on va tester un nouvel appareil de mesure, et donc les capacités à bien mesurer ce qu'on mesure, elles sont doubles, à la fois la justesse et la précision. Vous avez ici représenté une cible où vous avez à gauche une bonne justesse. Une bonne justesse, ça veut dire est-ce que notre appareil mesure exactement ce que l'on veut mesurer. De l'autre côté, vous avez une bonne précision, c'est-à-dire est-ce que à chaque fois qu'on répète les mesures, on mesure toujours la même chose. C'est très important de faire la distinction entre les deux parce qu'on peut mesurer avec une excellente précision mais une très mauvaise justesse, donc on mesurera toujours la même chose mais de manière fausse. On peut mesurer avec une excellente justesse, donc les mesures sont justes mais elles sont pas précises, on aura un grand écart entre les mesures. Et ceci vous serait présenté par le diagramme de Bland et Altman, qui permet de voir la concordance entre deux appareils de mesure. Vous représentez la différence entre les méthodes en ordonnée. On obtiendra le biais qui correspond à la justesse, donc est-ce qu'on mesure bien ce que l'on veut mesurer, et les limites de concordance qui nous diront la précision. Donc globalement, un bon appareil de mesure, il sera capable de mesurer ce que l'on veut mesurer sans biais et avec une bonne concordance. Donc en gros, si on veut représenter schématiquement, il faut que tous les points soient autour de cette droite, et dans les deux limites de concordance, il faut que la droite principale du biais soit le plus proche possible de 0. C'était vraiment un petit point parce que dans la littérature que je vais vous présenter ensuite du topo, ce sera essentiellement de la concordance, du Bland et Altman, et que vous compreniez bien, ça sert à rien que je vous présente des études sans que vous puissiez les interpréter. Dernière chose, la performance diagnostique, donc c'est la capacité à diagnostiquer un événement, quel qu'il soit, et ceci se présente par la courbe ROC. Simplement, cette courbe ROC, on en calcule surtout l'aire sur la courbe. Si elle est proche de 1, notre moyen diagnostique il est parfait. Et s'il est égal à 0,5, et ben notre moyen diagnostic fait aussi bien que pile ou face. Donc ça vous donne une idée de l'échelle et que globalement, quand on vous présentera des études de performance diagnostique, on est le plus proche de 1 possible. Donc trois choses, la corrélation, la concordance et la performance diagnostique avec la courbe. Maintenant, on va s'intéresser au monitorage de la pression. Donc le monitorage non invasif de la pression artérielle que vous voyez au quotidien, c'est le brassard à pression ou la méthode oscillométrique. Donc en gros, c'est une méthode automatisée qui s'intéresse aux oscillations de pression artérielle au cours du temps et qui permet d'en calculer la pression artérielle moyenne, donc qui est a priori l'oscillation maximale. À partir de cette pression artérielle moyenne calculée, on peut en extrapoler la pression artérielle diastolique et la pression artérielle systolique. Donc c'est une méthode
très fiable qu'on utilise au quotidien, donc qui pose des problèmes essentiellement en cas d'hypotension majeure ou d'hypertension majeure. Vous l'avez tous expérimenté. Si vous êtes dans une réanimation et que la tension ne se prend pas, c'est une phrase qu'on a tous dit à un moment, on sait que c'est un facteur d'alerte, probablement parce qu'on est dans un cas d'une hypotension majeure. Et donc c'est déjà un premier outil diagnostique qui finalement est très simple. C'est une méthode évidemment discontinue qui ne permet pas un monitorage continu de la pression artérielle. Une méthode un petit peu plus récente, toujours non invasive, c'est la méthode de la manchette digitale, et donc dont le principe est suivant. Donc on insère autour du doigt une petite manchette qui a un phénomène de ballon, qui permet de gonfler et se dégonfler pour maintenir le volume digital constant et qui est en même temps est capable de capter les variations de pression. Et donc à volume constant, on estime que ces variations de pression sont les variations de la pression artérielle au cours du temps. Donc l'avantage, c'est toujours un monitorage non invasif qui permet de la mesure de la pression artérielle en continu, contrairement à la méthode oscillométrique. Donc je vous en parlais tout à l'heure, voici finalement il s'agit d'un nouveau moyen de monitorage donc, qui a été évalué. Donc voici les Blandé-Altman. Donc on a à la fois 104 patients en réanimation cardiovasculaire, on voit que l'essentiel du nuage de points se situe dans les limites de concordance et que le biais est finalement pas très loin de zéro. Donc c'est un monitorage qui fonctionne plutôt bien et ça a été répliqué en réanimation digestive sur cette fois-ci un effectif un peu moindre, mais on voit que finalement ce monitorage de la pression artérielle fonctionne avec toutes les limites, d'accord. On est sur une pression artérielle très distale. On anticipe le fait que lorsqu'on a une vasoplégie majeure, et on l'a déjà vu dans les topos précédents, lorsqu'on a des troubles de la microcirculation, on va avoir une vasoconstriction périphérique, et notamment au niveau digital, et donc on se doute bien que ce monitorage, dans les états de choc critiques, va poser problème, mais ça fait partie des monitorages non invasifs de la pression artérielle qui peuvent aider à la prise en charge, par exemple, en attendant un monitorage continu invasif. Le cathéter artériel, donc tout le monde, je suppose, a déjà vu un cathéter artériel. Donc c'est un petit cathéter inséré directement dans un vaisseau, donc essentiellement les artères radiales ou les artères fémorales, qui est relié à une poche de contre-pression, à une tête de pression qui permet la mesure en continu de la pression artérielle invasive, et voilà. Donc un cathéter, une tubulure, une tête de pression et une poche de contre-pression. La poche de contre-pression, c'est assez intuitif, mais si on met un cathéter dans une artère avec une pression majeure, et ben, si on n'est pas une contre-pression, le patient va se vider de son sang. Et on a tous expérimenté aussi une poche à pression qui se dégonfle et la remontée de sang dans la tubulure. On a également un système de purge, donc ça on le sait plus ou moins, mais il y a un débit continu qui permet d'éviter la thrombose du cathéter et une purge manuelle. Effectivement, l'autre avantage du monitorage invasif de la pression artérielle, au-delà d'avoir la pression artérielle en continu, permet également de monitorer, de faire des prélèvements sanguins, notamment pour mesurer le lactate dans le cas d'un état de choc, qui peut avoir un intérêt majeur. Ce qui est très important avec cette mesure de pression artérielle invasive, c'est le zéro, d'accord, à quel niveau on met la tête de pression, et c'est ça qui va finalement faire le zéro pour savoir ce qu'on veut mesurer. Donc, c'est très codifié. Il faut le mettre à l'oreille droite en décubitus dorsal et au sternum en décubitus latéral. Et vous avez tous peut-être expérimenté aussi. Lorsque la plaquette de mesure de pression se décroche du support et tombe par terre, et là on a finalement la pression artérielle du patient qui s'améliore franchement et on peut être très content, mais c'est une fausse tension ratio. Donc je passe rapidement sur la pression veineuse centrale. C'est exactement le même principe de mesure que la pression artérielle. On insère un cathéter dans une grosse veine et on y relie une tête de pression, une poche de contre-pression, et ça permet de monitorer la pression veineuse. Plus la SCVO2, donc comme on est dans une grosse veine et qu'on n'est pas dans l'artère pulmonaire, et ben on mesure la SCVO2 et non pas la SVO2. Un autre moyen de monitorage de la pression, donc c'est le cathéter artériel pulmonaire, donc on utilise aussi, qu'on appelle aussi le cathéter de Swan-Ganz, donc qui est un moyen de monitorage finalement historique et qui est un petit peu le gold standard de l'hémodynamique moderne, bien qu'on le délaisse de plus en plus pour des méthodes moins invasives et plus faciles de mise en œuvre et d'interprétation. Donc le principe est le suivant, donc on a un cathéter avec plusieurs lumières que l'on insère dans la veine jugulaire et jusque dans les cavités cardiaques pour aller jusqu'à l'artère pulmonaire. Donc l'insertion peut se faire soit sous contrôle scopique pour visualiser le cheminement du cathéter, soit on peut observer les courbes de pression au fur et à mesure du cheminement avec une pression basse dans l'oreille droite qui finalement lorsque l'on franchit la ventricule suite pour se retrouver dans le ventricule droit, on retrouve la pulsatilité de l'éjection ventriculaire avec un régime de pression qui augmente, mais qui reste beaucoup moindre qu'une pression intraventriculaire gauche.
Ensuite, si on continue le cheminement et qu'on franchit la valve pulmonaire, on se retrouve dans l'artère pulmonaire, donc on retrouve un flux avec une diastole beaucoup plus élevée que dans l'artère, dans le ventricule droit. Et surtout, le gros avantage de ce moyen de monitorage qu'on veut mesurer, c'est essentiellement la PAPO, donc qui est la pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Donc, comment cela fonctionne? Donc on a inséré notre cathéter dans la veine jugulaire, on est passé dans l'arrêt droite, le ventricule droit, on est dans l'artère pulmonaire. Il faut se mettre dans une grosse artère pulmonaire et on a un petit ballonnet que l'on peut gonfler afin d'occlure le flux dans cette artère pulmonaire. L'intérêt, c'est qu'on va mesurer la pression d'aval, donc on appelle la PAPO, la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, et qui est un reflet des pressions du cœur gauche par l'équation de continuité. Ce qui est un monitorage hémodynamique majeur et qui peut vraiment guider pour la prise en charge. Donc, ce cathéter artériel pulmonaire, au-delà de la mesure des pressions, donc pression ventriculaire droite, pression de l'artère pulmonaire et la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, permet également de mesurer la SVO2, cette fois-ci on est dans l'artère pulmonaire, dans le débit cardiaque, mais ce qui fait qu'elle est un petit peu délaissée aujourd'hui, c'est qu'elle nécessite énormément de conditions de validité, notamment son positionnement dans la zone 3 de l'Ouest, l'absence d'hypertension artérielle pulmonaire et des phénomènes d'amertume. Donc nous avons vu les 10 principaux monitorages de la pression, qu'ils soient non ou invasifs, et maintenant nous allons nous intéresser au monitorage du débit, car nous avons vu que l'hémodynamique, c'était à la fois le monitorage de la pression et du débit. Donc on retourne sur le cathéter artériel pulmonaire, qui finalement est le gold standard. Donc je vous le disais en introduction quand je vous expliquais les différentes méthodes statistiques, que lorsque l'on s'intéresse à un nouveau monitorage, on compare toujours par un gold standard, donc qui donne la vérité, et en termes de débit, c'est le cathéter artériel pulmonaire. Donc comment cela fonctionne? Donc on avait vu qu'on avait le cathéter inséré dans l'oreille droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Donc on injecte un bolus froid dans l'oreille droite. Celui-ci va traverser la cavité cardiaque, va être capté au niveau de l'artère pulmonaire, et en fonction de la chute de température, donc là vous avez la température en ordonnée, mais là elle est inversée, la température forcément si on injecte un bolus froid va diminuer, et bien on va pouvoir obtenir de mesurer le débit cardiaque qui est inversement proportionnel à la surface inscrite sur cette courbe de thermodélution. Vous avez ici un exemple sur la partie droite de cette diapositive différents profils de débit cardiaque en fonction de situations pathologiques. Lorsqu'on a un débit abaissé, forcément cette courbe est beaucoup plus longue parce que ce bolus froid va mettre plus de temps à arriver au cours du temps. Et à l'inverse, lorsque le débit cardiaque est très augmenté, le bolus froid va passer vite et donc on aura une courbe qui sera très rapide. Donc ceci permet de monitorer le débit cardiaque et il s'agit du gold standard. Donc ce monitorage est quand même discontinu puisque chaque thermodilution, chaque bolus froid nécessite l'injection d'un bolus froid, mais certains cathéters de Swain-Ganz permettent aussi un monitorage continu. Là c'est l'inverse, il y a une thermistance qui chauffe donc légèrement le sang, je vous rassure, et qui est captée au niveau d'une sonde de température. Donc ces sortes de bolus chauds automatisés vont permettre de monitorer en continu le débit cardiaque. Alors quand je dis continu, c'est du semi-continu parce qu'effectivement on ne peut pas chauffer en permanence, mais c'est quasi le cas. Un autre moyen de monitorage du débit et qu'on utilise très fréquemment en pratique quotidienne, c'est l'échographie. Donc on distingue l'échographie transthoracique, on examine les cavités cardiaques à travers la paroi thoracique du patient, de l'échographie transœsophagienne, on insère notre sonde d'échographie dans l'œsophage du patient pour regarder les cavités cardiaques. Le gros avantage de cette deuxième technique, c'est qu'il permet d'être au plus proche des cavités cardiaques et donc de s'affranchir de toutes les perturbations d'image qu'on peut avoir avec la paroi thoracique, par exemple en cas de pneumothorax, d'obésité ou un patient de réanimation qui est là depuis longtemps, qui est très infiltré. On a souvent des mauvaises images échographiques et le fait de passer en météo permet d'améliorer les choses. Donc comment on monitore le débit? Rapidement, en fait, on regarde à travers la valve aortique, la quantité de sang qui passe à chaque battement. Donc on obtient ainsi à travers l'analyse de l'intégrale temps-vitesse, donc en flux Doppler discontinu, pulsé, l'intégrale temps-vitesse, donc le produit par le diamètre sous-aortique, nous donnera un volume d'éjection. Et une fois qu'on a le volume d'éjection, on peut avoir le débit cardiaque. L'autre avantage de l'échographie, au-delà de son caractère non invasif, de sa possibilité de monitorer le débit cardiaque, c'est qu'on a tout un tas d'autres marqueurs hémodynamiques, notamment sur la fonction contractile du cœur droit, du cœur gauche. On peut, comme l'avait dit Jules dans sa présentation précédente, rechercher des signes, par exemple, de tamponnade ou d'insuffisance cardiaque aiguë droite en cas d'embolie pulmonaire.
Donc, ça marche, d'accord? Donc là, je vous ai dit, le gold standard, c'est le cathéter artériel pulmonaire. Vous avez ici une très bonne corrélation et également une très bonne concordance. Donc, monitorer le débit cardiaque par échographie, ça fonctionne très bien. Donc, comme je vous le disais, on a un tas d'autres informations hémodynamiques. Les seuls inconvénients, finalement, c'est que ça reste un monitorage discontinu. On a l'information qu'au moment où on mesure, on fait nos mesures échographiques. C'est très opérateur dépendant. Il y a notamment une courbe d'apprentissage qui est assez importante. Accéder au thorax n'est pas toujours aisé. Par exemple, en post-opératoire de chirurgie cardiaque ou les patients qui ont une sternotomie ou pour toute autre raison, ne pas forcément accéder au thorax. Et ce qui pose un vrai problème en réanimation, souvent, c'est les problèmes de fenêtre écho. Un autre monitorage du débit, qui lui sont classés dans semi-invasif, qui est un petit peu finalement proche de l'échographie, puisqu'on utilise un flux Doppler. On insère un cathéter directement dans l'œsophage du patient, et au bout de ce cathéter, il y a une sonde Doppler qui permet de finalement regarder le flux aortique dans l'aorte thoracique descendante. Et on estime que ce flux correspond à peu près à 70% du débit cardiaque, et donc on peut avoir ainsi un monitorage continu, semi-invasif du débit cardiaque. Évidemment, comme tous les moyens de monitorage, il y a des limites, notamment en ce qui concerne le Doppler œsophagien, c'est parfois la difficulté d'acquisition d'un bon signal. Et ensuite, c'est basé sur l'idée que 70% de débit cardiaque correspond, 70% de débit cardiaque passe dans l'aorte thoracique descendant. Ça reste très théorique et on ne peut pas imaginer qu'en physiologie, ce sera toujours. Cette méta-analyse, 11 études, 314 patients, qui comparaient donc toujours au cathéter artériel pulmonaire qui est le gold standard, retrouvaient une très bonne validité de ce moyen de monitorage pour monitorer le débit. Nous allons maintenant parler de la thermodilution, donc c'était la question qui était posée par nos auditeurs. Donc, vous en avez peut-être déjà vu, donc la thermodilution, c'est la thermodilution finalement on l'a un petit peu évoquée dans le cathéter artériel pulmonaire, mais là, quand on parle de thermodilution au lit du malade, on parle souvent de thermodilution transpulmonaire. Donc, comment cela fonctionne? Donc, on insère un cathéter veineux central dans le territoire cave supérieur et un cathéter artériel dans le territoire cave, pas dans le territoire cave, pardon, dans le territoire artériel inférieur. Le principe est le suivant, donc on va faire des thermodilutions, donc on va injecter un bolus froid au niveau du territoire veineux cave supérieur qui va donc passer dans les cavités droites, dans la circulation pulmonaire, c'est ça la grande différence avec le cathéter artériel pulmonaire où on capte directement finalement le bolus froid au niveau de l'artère pulmonaire, là on traverse la circulation pulmonaire, c'est pour ça qu'on l'appelle thermodilution transpulmonaire, et on capte finalement ce bolus froid au niveau de l'artère fémorale. Ceci nous permet donc d'obtenir le débit cardiaque et de mesurer le débit cardiaque par une technique de thermodilution, donc exactement sur le même principe que le cathéter artériel pulmonaire. On obtient une courbe de thermodilution avec une chute de la température sanguine et par l'équation de Stewart-Hamilton, on obtient la mesure du débit cardiaque. J'insiste sur le terme mesure parce que cet appareil permet de mesurer le débit cardiaque, mais également d'estimer tout un tas d'autres paramètres. Donc cette fois-ci, donc notamment les différents volumes intrathoraciques. On peut avoir un débit cardiaque qui est estimé, non plus mesuré cette fois-ci en continu par une technique de pulse contour, j'en reviendrai un petit peu plus loin. Et on a tout un tas de nombreux marqueurs hémodynamiques qui sont par exemple cités ici. On a des index cardiaques, donc finalement le débit cardiaque indexé à la surface corporelle, on a le volume d'éjection, facile de l'obtenir l'un par rapport à l'autre, et aussi on a des informations sur l'état de l'eau pulmonaire qui nous permet de renseigner finalement sur la quantité d'eau dans les alvéoles, etc. Donc cette technique est très intéressante parce qu'elle nous permet de mesurer le débit cardiaque, elle nous permet de l'estimer en continu et elle nous apporte tout un tas d'autres informations hémodynamiques. Donc toujours la même question, est-ce que cela fonctionne? Et oui, 40 patients, sepsis, une très bonne corrélation et une très bonne concordance. Et donc la thermodilution transpulmonaire fonctionne bien pour mesurer et monitorer le débit cardiaque. Donc l'avantage de ce que je vous disais, donc c'est une estimation continue, on est riche d'informations hémodynamiques qui peuvent guider la prise en charge. L'inconvénient, c'est que c'est quand même invasif, nécessite à la fois un cathéter artériel et une voie veineuse centrale, ce qui finalement en réanimation est très fréquemment le cas, donc n'est pas un vrai frein. Nécessité de calibration régulière, d'accord? Donc, comme je vous le disais, on mesure le débit cardiaque au moment de la thermodilution et on l'estime le reste du temps. Donc, pour bien mesurer et bien estimer, nécessité de calibration régulière. Donc, je vous disais que le monitorage du débit cardiaque par la méthode de thermodilution transpulmonaire mesure le débit cardiaque et l'estimer par cette technique de pulse contour. Donc, l'idée est suivante, c'est que
l'air sous la courbe de la courbe de pression artérielle est un reflet du volume d'éjection systolique. Et ça, c'est la technique de pulse contour. Donc, on estime à partir de la forme de l'air sous la courbe et de l'air sous la courbe de pression artérielle le volume d'éjection systolique. Et donc, le monitorage continu du volume, du débit cardiaque en cas de thermodilution transpulmonaire est par cette technique. C'est une méthode qu'on appelle calibrée, c'est-à-dire qu'on dit à l'appareil, comme on mesure le débit cardiaque à un instant T, on lui dit, ben voilà, cette aire sous la courbe, elle correspond à tant à la vraie mesure qu'on mesure chez ce patient. On peut avoir des méthodes non calibrées. On utilise fréquemment plutôt au bloc opératoire, mais qu'on peut utiliser aussi en réanimation. Cette fois-ci, en rentrant, en utilisant juste un cathéter artériel, on ne fait plus de thermodilution transpulmonaire, on n'utilise qu'une technique de pulse contour, et donc on estime le débit cardiaque à l'aide d'algorithmes propriétaires, donc avec toutes les limites que cela amène, et, juste à l'utilisation de données anthropométriques comme l'âge, le poids, la taille et le sexe. Donc ces méthodes finalement non calibrées peuvent fonctionner, mais il y a un impact majeur des résistances vasculaires systémiques, et au fur et à mesure que les résistances se modifient, et ben, la mesure est de moins en moins fiable. Donc finalement, le pulse contour, c'est pratique parce que ça permet d'estimer le débit cardiaque. C'est non fiable en cas de résistance vasculaire systémique basse, non fiable en cas de modification importante de cette résistance vasculaire. Mais les avantages, c'est que ça nécessite seulement, en cas de méthode non calibrée évidemment, un cathéter artériel, que c'est non opérateur dépendant. C'est des systèmes plug and play, c'est-à-dire qu'on branche notre moniteur, on a la réponse tout de suite. Et par contre, ça marche très bien pour identifier les variations de débit cardiaque. Il y a tout un tas d'autres monitorages du débit que je vous passe juste sur une diapo parce qu'ils ne fonctionnent pas. Donc il y a des techniques de bioimpédance. La dilution en chlorure de lithium, c'est le même principe que la thermodilution avec un bolus froid, mais du chlorure de lithium qui est interdit en France. Alors que ça marche très bien, c'est dommage. Et on a d'autres méthodes voilà, que vous pourrez retrouver ici. Donc je vais juste faire un petit aparté sur la précharge dépendance, parce que jusque-là, on parlait des monitorages hémodynamiques dans le cas finalement des états de choc, et essentiellement dans le cas d'insuffisance circulatoire, mais le monitorage hémodynamique ne sert pas qu'à ça. Effectivement, donc on avait vu cette relation de Frank Starling avec des patients qui étaient plus ou moins précharge dépendants, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on augmente leur précharge ventriculaire, on augmente leur volume d'éjection, oui ou non. Donc un bref rappel du transport interne d'oxygène. Donc on a deux stratégies, soit on est en cas d'insuffisance circulatoire aiguë, par exemple un débit cardiaque effondré, et on veut corriger, juste ramener dans les normes ce transport interne d'oxygène. Et une autre stratégie dans la prise en charge hémodynamique est celle de la maximalisation, c'est-à-dire d'amener le transport interne d'oxygène, au lieu de juste l'amener de corriger les problèmes dans une norme basse, d'essayer d'améliorer franchement le transport interne d'oxygène de notre patient en le maximalisant. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a plusieurs possibilités. Hein. Soit on va transfuser nos patients, mais on se doute bien qu'on ne va pas transfuser nos patients dans tous les cas, parce que ça peut être délétère, ça coûte très cher, et qu'on a déjà des crises, des tensions sur l'accessibilité aux produits inhalabiles. La saturation, quand on est à 100%, on ne peut pas aller au-delà, donc, et puis l'hyperoxie est délétère. On ne va pas accélérer tous nos patients lorsque la fréquence cardiaque est déjà normale. Donc finalement, ce qui peut très bien marcher pour optimiser notre transport interne d'oxygène et surtout le maximaliser, c'est le remplissage. Il faut faire très attention parce que évidemment, ce remplissage, on ne peut pas non plus remplir complètement à l'aveugle, surtout dans une stratégie de maximalisation, parce qu'on va être finalement dans le supraphysiologique. Et donc, on ne va pas pouvoir remplir nos patients à l'aveugle, d'autant plus que la surcharge est un facteur indépendant de mortalité. Donc finalement, la vraie question qu'on va se poser au lit du patient qu'on veut maximaliser, c'est est-ce qu'il est précharge dépendant? Finalement, est-ce que quand je lui augmente sa précharge ventriculaire en le remplissant, est-ce que je vais augmenter son volume d'éjection, donc augmenter son débit cardiaque et donc augmenter son transport interne d'oxygène? Et donc la vraie question clinique, c'est comment on situe notre patient sur la courbe de Frank Starling. Donc la première chose, c'est, vous avez peut-être déjà entendu parler du delta PP, des interactions par poumon. Donc vous savez que vous, quand vous êtes en respiration spontanée, pour remplir vos poumons d'air, vous faites une dépression intrathoracique qui fait rentrer l'air, et ensuite, pour respirer, on a juste une relaxation des muscles, et c'est un phénomène passif qui fait que l'air va ressortir. En ventilation mécanique, c'est complètement le contraire, donc le régime de pression est complètement inversé, qui fait que lorsque l'on inspire, finalement la pression dans le thorax augmente, et ceci va avoir des conséquences sur les qualités cardiaques, ce qui paraît assez logique. Vous pouvez imaginer par exemple, quand on augmente la pression intrathoracique, et ça va gêner le retour veineux au cœur droit.
De la même façon, le fait d'augmenter la pression intrathoracique, eh ben, ça va augmenter l'obstacle à l'éjection du ventricule droit. D'accord? Ceci va être responsable, quelques cycles cardiaques plus tard, le temps de transit pulmonaire, d'une diminution du volume de précharge du ventricule gauche, et donc, quelques cycles plus tard, enfin, du cycle après, pardon, du volume d'éjection du ventricule gauche. Tout ça, c'est les interactions cœur-poumon. Et on s'en sert, par exemple, pour estimer le delta PP, qui est finalement le delta entre les pressions pulsées, donc on l'a vu que les pressions pulsées, c'est dans le volume d'éjection, au cours d'un cycle respiratoire. Donc ces interactions cœur-poumon, elles permettent d'identifier où se situe notre patient sur la courbe de von Starling, un patient qui sera très précharge dépendant, d'accord, donc qui dépend déjà de sa précharge. Si en plus on rajoute une contrainte supplémentaire qui va diminuer sa précharge, et bien on va pouvoir capter ça, et donc un patient précharge dépendant aura un delta PP ou une variation de l'injection qui sera très augmentée, contrairement à un patient qui est précharge dépendant. Le grand problème de cette façon de faire, qu'on ne fait plus trop maintenant, vous entendez souvent en réanimation, on ne fait plus de delta PP, parce que ça nécessite des grandes conditions de vasivité, notamment il faut une ventilation à plus de 8000 kg de poids altéroïque, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui en réanimation quasiment, puisqu'on est plutôt dans les stratégies de ventilation protectrice, sur un patient décubitus dorsal, un thorax fermé, et je vous passe. Ce qui fait que ça a été étudié dans ce travail publié en 2014 dans le calcaire. Ben finalement, si on essaie d'appliquer le delta PP à 556 patients, on obtient une zone grise. Donc la zone grise, c'est la zone dans laquelle on n'aura pas la réponse en fonction du chiffre delta PP. Donc en gros, en dessous de 4%, ben, le patient est précharge indépendant. Au-dessus de 17%, il est précharge dépendant. Mais entre cette large plage, on n'a pas la réponse. Et c'est 62% des patients, donc c'est plus d'un patient sur deux pour lequel le delta PP n'apportera pas la réponse. Donc finalement, il y a d'autres possibilités d'estimer cette précharge dépendante, donc on va les voir assez rapidement. Donc l'hypothèse, c'est qu'on peut essayer de faire se déplacer notre patient sur la courbe de von Starling pour essayer de voir s'il est précharge dépendant. La première, c'est le lever de jambe passif, et l'idée est la suivante, eh ben, on prend un patient qu'on positionne à 45 degrés, on abaisse le thorax, on lève les jambes avec cet angle de 45 degrés. J'insiste sur cette preuve de levée de jambe passive, elle est très codifiée, d'accord, et la nécessité d'utiliser le lit, parce que si vous levez vous-même les jambes, ce qui était fréquemment fait jusque-là, et bien le fait de toucher le patient entre un stimulus sympathique qui fausser la manœuvre. Ça nous permet de mimer un remplissage vasculaire, parce qu'on a la chasse du sang depuis les membres inférieurs jusqu'au cœur, donc on mime finalement un remplissage, donc on augmente la précharge du ventricule gauche, et on peut essayer de voir si notre patient est précharge dépendant ou pas. Est-ce que cette augmentation de précharge va entraîner une augmentation du volume d'éjection systolique? Et donc ça nous permet d'évaluer où se situe notre patient sur la courbe de von Starling. Donc, une fois de plus, donc là, on est plutôt dans la performance diagnostique. Est-ce que, finalement, l'épreuve de levée de jambe permet d'identifier une précharge dépendance? Et cela fonctionne très bien. On a une R sur la courbe, je vous disais, plus c'est proche de 1, meilleur c'est, qui est à 0,96, donc c'est un excellent test. Le problème, c'est que cette épreuve de levée de jambe passif n'est pas toujours utilisable en pratique. Vous avez, par exemple, en réanimation traumatologique, des patients qui ont des systèmes de traction, ce qui fait qu'on ne peut pas réaliser, etc. Tout un tas de raisons. Un cathéter de dialyse en fémoral va empêcher tout ça, etc. Donc, finalement, on peut l'utiliser, mais c'est un très bon indicateur. Une autre possibilité, donc, c'est de faire un mini-flux challenge. Donc, l'idée est la suivante, que c'est, si on est très précharge dépendant, c'est l'augmentation de quelques millimètres, une toute petite augmentation de précharge va pouvoir augmenter le volume d'éjection. Et c'est ces premiers millilitres qui vont être efficaces. Donc, la question est la suivante, c'est qu'une administration rapide, une faible quantité de remplissage permet de détecter une réponse ou une absence de réponse. Donc, c'est le travail de M. Muller, donc 39 patients de réanimation, un mini-flux challenge avec 100 ml de colloïdes, et une fois de plus, on a une R sur la courbe qui est très bonne, à 0,92, donc cela peut fonctionner. Ça limite à l'utilisation quotidienne de ce direct de ce papier, c'est l'utilisation des colloïdes qui maintenant est interdite en réanimation. Donc d'autres méthodes ont été développées, donc notamment l'occlusion expiratoire. Donc là encore, on va utiliser les interactions cœur-poumon. Donc l'idée est que lorsqu'on fait une pause télé-expiratoire, donc on maintient l'expiration de notre patient, et ben on va diminuer les pressions dans le thorax. Donc on n'aura pas cette augmentation de pression dans le thorax. Donc on va pas avoir cette diminution de précharge, et donc on va avoir finalement une augmentation du volume d'éjection par rapport à si on est resté en ventilation mécanique. Et une fois de plus, donc ça fonctionne bien. On peut détecter une précharge dépendance avec une épreuve d'occlusion télé-expiratoire. On retrouve ce travail avec aussi par la courbe à 0,96 qui en fait un excellent test diagnostique.
de la même manière qu'on peut augmenter la précharge, on peut aussi essayer de diminuer la précharge. Donc, cette fois-ci, la principale manœuvre, c'est la manœuvre de recrutement alvéolaire. Donc, c'est complètement l'inverse de l'épreuve d'occlusion expiratoire. On fait une manœuvre de recrutement, donc on maintient une pression élevée dans le thorax pour diminuer le retour veineux, pour diminuer la précharge, donc pour voir si notre patient est très préchargé pendant ou pas. Et de la même manière, ça fonctionne. Donc il y a tout un tas de monitorage en réanimation, et la question c'est finalement pourquoi monitorer notre patient. Donc on a vu que c'était à la fois pour corriger des états de choc, à la fois pour éventuellement optimiser et maximiser le transport interne d'oxygène, et puis ça a un réel intérêt, notamment sur les critères forts, la mortalité. Par exemple, vous avez ce gros travail, plus de 8000 patients de réanimation, publié en intensité en 2018, où il y avait un lien fort entre l'hypotension artérielle et la mortalité. Donc certains auteurs sont intéressés finalement quel type de monitorage, parce qu'on a vu plein, quel type de monitorage va permettre d'améliorer le devenir de nos patients. Donc ce gros travail de Jean-Louis Vincent, donc la PVC finalement ça ne change rien sur la mortalité, cathéter artériel pulmonaire ne change rien sur la mortalité, l'eau pulmonaire qui est obtenu avec le PICO, le thermomètre pulmonaire ne change rien, et on n'a pas, franchement, l'impression que ces monitorages améliorent la mortalité de nos patients. Et pourquoi? Parce que la réponse elle est là. La seule utilisation d'un outil va pas changer le pronostic. En fait, si on évalue l'impact d'un monitorage seul sur la mortalité de nos patients, ça ne va rien changer. Ce qui va être important, c'est d'utiliser ces moyens de monitorage pour guider notre prise en charge. Et donc, aucun appareil de surveillance, parmi tous ceux que je vous ai cités avant, ne va améliorer le devenir de nos patients, sauf s'il couplé à un traitement spécifique. Et donc, si on vous pose la question de quel moyen de monitorage utiliser, la réponse, elle est simple, c'est celui que vous savez utiliser, qui va aider à votre prise en charge. Ça sert à rien si vous êtes dans une équipe qui ne fait jamais de thermodynamisme de transport pulmonaire, de mettre une thermodynamisme pulmonaire parce que personne ne va l'utiliser, finalement, on ne va pas guider la prise en charge de votre patient. Donc, l'intérêt d'un monitorage, c'est son utilisation. Donc, si on devait résumer tout ce que je vous ai dit jusque-là, donc, l'hémodynamique, son monitorage, c'est à la fois la pression, le débit et les adéquations entre les besoins et les apports, le monitorage de la pression et le débit en valeur absolue, la notion d'une maximalisation du transport interne d'oxygène, ce qui est différent de la correction de l'insuffisance circulatoire, et donc on relie à cette maximalisation la précharge dépendance. Tout repose sur un faisceau d'arguments et un monitorage sans traitement spécifique et clairement inutile. Merci de votre attention.